Bienvenue tout le monde au Living Lab Charlevoix. Bienvenue pour ce grand entretien dans le cadre de cette cohorte 10 du Living Lab, dixième cohorte de stagiaires du programme de leadership et d'innovation du Living Lab. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir et honneur de recevoir Dr. Joanne Liu. Dr. Liu est une mentor aussi au sein du Living Lab Charlevoix. Elle en est même à sa troisième grande entrevue aujourd'hui avec nous. C'est vraiment tout un honneur. Dr. Liu, pas besoin de présentation probablement, mais elle est médecin pédiatre urgentiste à l'hôpital Sainte-Justine. Elle est aussi présidente sortante de Médecins sans frontières internationales. Elle est professeure au département de santé publique ou santé globale, Global Health, de l'Université McGill. C'est une experte internationale en termes de gestion de pandémie et elle vient de publier avec ses collègues dans le prestigieux British Medical Journal une série d'articles suivis d'un article grand public dans la presse sur comment le Canada a probablement gérer la pandémie de façon sous-optimale. Alors, on va parler de ce sujet-là, entre autres avec Dr. Joanne Liu aujourd'hui. C'est ce qu'on avait convenu hier, mais on peut s'étendre sur d'autres sujets. Dr. Liu, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Joanne, on se connaît depuis quand même plusieurs années parce que, je répète l'histoire, mais tu étais quand même ma patronne lorsque j'étais, je pense que c'était résident à Sainte-Justine en stage ou externe, en tout cas. Il y a déjà plusieurs années. Et puis, tu es une graduée du même programme que moi et dont certaines personnes du Living Lab, donc le IMHL, le programme qui a inspiré le Living Lab. Et donc, on a pu travailler ensemble un peu à réfléchir sur la pandémie, particulièrement en région rurale. Tu as contribué à mettre sur pied ce stage-là. Tu es même venu en début de pandémie dans Charlevoix, justement pour rencontrer la communauté. C'était en juin ou début juillet 2020. Tu avais travaillé avec les artistes. C'était un événement avec les masques. Les artistes peignaient des masques. Tu as fait plusieurs discours, des entrevues médiatiques. On était dans les débuts de cette expérience un peu catastrophique qui nous a marqués assez profondément et dont on se sent tranquillement, Dieu merci, du moins je l'espère. Est-ce que, Dr. Liu, on va se tutoyer si ça ne te dérange pas, est-ce que tu crois qu'on se sort de cette pandémie-là ou pas? Bien, ça dépend qu'est-ce qu'on entend et comment on définit se sortir. Je pense qu'on est dans une autre dynamique par rapport au nombre de cas, puis par rapport aussi à comment ça impacte nos vies professionnelles et personnelles. Donc, on n'est pas dans la même dynamique là, de 2020 ou de 2021. Donc, à quelque part, c'est présent, mais c'est pas présent avec l'impact aussi catastrophique sur les gens, sur nos sociétés, sur nos systèmes. Donc voilà. Donc oui, on est dans une meilleure phase et je pense que tout le monde s'en réjouit énormément. Ça, c'est sûr. Je trouve toujours ça difficile de répondre à ce genre de questions-là quand j'ai des experts en santé publique. Sachez que moi, j'ai aucune formation en santé publique. J'ai fait de la médecine humanitaire et j'ai fait de la gestion de crise et notamment de la gestion d'épidémies au niveau du choléra, de l'Ebola, du Marburg et de la fièvre jaune. Mais j'ai pas fait de santé publique professionnellement au Canada. Justement, on a plusieurs invités là, qui sont des experts en santé publique ici. Oui, c'est ça. L'enregistrement de ce podcast, les gens ne les verront pas, c'est audio, mais dont Dr. Girard. Alors, Dr. Dionne aussi, qui est dans la vaccination, plusieurs personnes, en fait, aujourd'hui présentes. Merci de souligner aussi leur présence aujourd'hui. Joanne, donc, tu as publié tout récemment, c'est sorti quoi, la semaine passée, il y a 2 semaines, cette série d'articles qui a été, en fait, si je comprends bien, ça a été commandé par le BMJ,
le BMJ a fait un peu un tour de différents pays. Je pense qu'ils ont fait ça pour le UK. Le Canada est le deuxième pays. Ils rassemblent une série d'experts vraiment multidisciplinaires. Hein. C'est vraiment toute discipline, vraiment des sommités mondiales étant fait partie. Et ils ont publié un numéro sur la gestion de pandémie au Canada. Peux-tu nous parler de cette expérience-là? Combien de rencontres vous avez eues? C'est qui ces personnes-là, grosso modo, que tu as rencontrées? Tu sais, je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Ça s'est échelonné sur combien de semaines, sinon combien de mois, pour en arriver à ce travail-là? Ben, en fait, on a eu l'invitation au mois de janvier et c'est suite à une discussion que Jocelyn Clark a eue avec d'autres personnes, puis ils parlaient d'un peu de comment ça s'était passé au Canada, puis en disant que pour eux, de leur point de vue, le Canada avait quand même fait assez bien. Puis ils disaient, ben ça serait bien de garder une trace écrite par rapport à ça. Et du coup, ils ont dit, ben pourquoi qu'on ferait pas comme l'Angleterre, on ferait pas un spécial au British Medical Journal sur la réponse à la COVID du Canada. Et donc, c'est comme ça. Et puis, ils ont approché différents experts. Donc, il y a 13 personnes qui ont été approchées. Ça a donné 4 articles, 2 éditoriaux, puis un article spécial sur les Premières Nations et la pandémie. Et c'était publié lundi dernier. Donc voilà. Donc c'est quand même, je trouve ça étrange parce que l'idée première était on trouve que le Canada a quand même pas fait si mal. Puis je trouve que la manière que ça a été tourné dans les articles, ça donne une twist un peu négative. Mais bref, mais ce que les gens faisaient, en tout cas dans chaque article, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui les ont lus, c'est qu'on essaie quand même de faire le point sur ce qui avait été au moins des points forts versus des points moins forts sur différents domaines, notamment le domaine sur les data, l'autre domaine qui était sur les centres de soins prolongés, sur la réponse pour les populations communautés marginalisées. Et la dernière, c'était sur l'équité vaccinale. Donc, moi, j'ai participé à l'article qui était sur l'équité vaccinale. Et en fait, on ne s'est pas vraiment rencontrés. On a fait un squelette d'articles ensemble qu'on s'est promené sur un Google Drive. Et puis, on a mis les idées ensemble. Puis après ça, il y a quelqu'un qui a rédigé une grande partie de ça. Donc, c'est pour ça que si vous regardez mes tweets, c'est Adam Houston qui est la personne à l'accès médicaments à MSF. C'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. Et puis, après ça, on a tous, après ça, retravaillé le texte. On a retravaillé le texte, c'était un peer review, donc c'était retravaillé. On a eu plusieurs questions. Puis jusqu'à la veille, on était encore en train de faire des corrections sur cet article-là. Donc, je vous dis ça parce que vous allez écrire des articles, vous allez passer à travers ces exercices-là, toujours l'impression de passer dans un moulin à viande hachée, et puis tu finis en pâtis de burger, là. Mais c'est quand même quelque chose ça prend une certaine ténacité, parce qu'à un moment donné, tu te dis, t'es vraiment tanné pour les détails, mais c'est sûr que c'est important. Puis ça donne aussi de la valeur quand c'est un article qui est revisé par tes pairs, parce que ça veut dire que ça augmente, en tout cas. Il y a comme une espèce de validation dans le processus. Mais je suis tellement pas bonne dans cette affaire-là. Je pense que Dr. Girard, Dr. Dionne ou Rick pourraient probablement rajouter davantage sur ce processus-là, mais je sais que ça rajoute je dirais, à la qualité du contenu. Mais quand même, est-ce que tu sais qu'en soit publié dans le BMJ, c'est quelque chose? C'est dans la même catégorie que le Lancet, le New England, du moins très près de ça. Donc, félicitations pour ça, Jean. Donc, ce papier-là, quand même, soulève quand même des statistiques inquiétantes. Et de ce que je comprends de l'éditorial, tu as très bon éditorial. D'ailleurs, j'ai regardé juste pour le fun combien de downloads avait eu jusqu'à maintenant. 8000 downloads en seulement quelques jours. OK? Juste de l'éditorial. Je n'ai pas regardé pour les autres articles du numéro. C'est énorme. C'est vraiment énorme.
Et puis, alors, c'est intéressant parce que justement, comme tu dis, on pensait que le Canada avait assez bien fait, mais d'après l'éditorial, probablement d'après les articles, on se rend compte que pour un pays quand même développé avec notre système de santé, finalement, lorsqu'on se compare, ce n'est pas si bon que ça. Es-tu d'accord avec ça? Ben, je pense que c'est toujours une affaire, hein. Quand on se compare, on se console. Donc, en partie, on peut se consoler sur certains aspects. Mais ce qui était quand même assez intéressant, c'est quand on a regardé, parce qu'il y a quand même pas, il y a peu d'indicateurs sur lesquels on s'entend, qu'on peut avoir à peu près la même définition. Mais il y a un indicateur qui est quand même, que je pense que tout le monde s'entend, c'est quand tu as un décès. Bon, quelqu'un est mort, c'est quand même assez facile, là. À quelque part, on n'a pas besoin d'aller, de se casser la tête pour la définition de ça. Mais et donc, du coup, que je trouvais intéressant, c'est que, là, je fais ça un peu là, de ma tête, là, de ce que je me rappelle, mais c'est que si on regardait le nombre de décès cumulés par million, le Canada est à 1300, la moyenne générale globale était à 855, je ne dis pas de bêtises, puis les États-Unis étaient à 3300. Fait que, comparativement aux États-Unis, on est quand même, tu sais, par décès cumulé par million, c'est pas si pire. Mais par rapport à la moyenne générale, on est quand même relativement assez au-dessus. Donc voilà. Puis je pense que ça reflète assez bien où est-ce qu'on se situe à quelque part. Nous, la raison pourquoi il y a eu cette démarche-là aussi, c'était le fait que on sent clairement, on fait un appel à une investigation nationale. On sait très bien qu'il y a zéro appétit pour ça. On pense qu'il n'y aura pas d'exercice d'état des lieux ou de post-mortem, ou appelez-le comme vous voulez. On essaye même de l'édulcorer, de l'euphémiser pour que ça passe, que la pilule passe un peu mieux. Il n'y a pas d'appétit pour ça. Et donc, on s'est dit, ben, s'il n'y a pas d'appétit pour ça, au moins, on va faire ces articles-là. Il restera une trace écrite dans un journal qui est quand même reconnu. Et puis c'est ça. Et puis moi, pour en rajouter une couche, je me suis dit, bon, vu que j'ai tellement investi, puis la semaine dernière, j'ai fait beaucoup d'entrevues à Radio-Canada, notamment, sur ces articles-là. J'ai dit, ben, je vais écrire un petit texte pour la presse pour en rajouter une dernière couche. Et probablement, je pense que ça va être probablement mon dernier opus sur le sujet, là, mais je m'étais dit, bon, il faut capitaliser sur tout ça. Et étonnamment, j'ai été quand même assez étonnée, c'est que les gens étaient réceptifs, bon, de toutes sortes de façons, hein, de négatifs, positifs, mais ça a créé énormément, énormément de réactions. Et à mon grand étonnement, ils ont même publié les réponses des lecteurs quelques jours plus tard à ma lettre qui avait été publiée le 29 juillet. Ça m'est jamais arrivé, ça fait 3 ans que je publie dans la presse, ça m'est jamais arrivé qu'ils publient les réponses aux lecteurs. Et c'est une page pleine là, vraiment de commentaires et plus pertinents les uns que les autres. C'est vraiment et tout à ton honneur et au travail de toute votre équipe là-dessus. Je pense que les gens en appellent justement pour une discussion nationale. Les gens n'ont encore peut-être pas fait de deuil complet de tout ça, puis ils veulent s'assurer qu'on comprend bien ce qui s'est passé, mais surtout qu'on puisse penser à demain par rapport à ça. Mais justement, tu touches à un sujet important. Fait que toi, c'est sûr que tu es une experte mondiale, tu étais très reconnue internationalement, beaucoup pour l'Ebola. Tu es allé aux Nations Unies. C'était très, très couvert, tout ton travail à ce niveau-là. Et là, tu t'es beaucoup impliqué dans la pandémie, pas nécessairement dans un rôle, tu n'étais pas, et tout le monde voulait que tu sois au niveau de la santé publique, là, on s'entend, de ce qu'on a vu dans tous les journaux, en tout cas plein d'entrevues, mais tu n'as pas été invité à faire partie de la table officielle du gouvernement du Québec, mais tu as siégé sur de nombreux comités quand même internationaux. Mais tu es aussi une leader qui est capable de parler sur vraiment beaucoup d'enjeux. Alors, tu sais, pour te connaître quand même, on pose une question sur différents sujets et t'en parles. Puis là, la question, justement, je t'entends dire, ben, tu sais, je suis comme un peu, peut-être que ça va être mon dernier opus là-dessus. Ma question pour toi, c'est, es-tu tanné d'en parler? Non, je ne suis pas tannée d'en parler. Moi, je trouve ça extraordinaire, les épidémies et les pandémies.
parce que je trouve que ça nous challenge vraiment et que c'est très, très, très... en anglais, il y a une bonne expression, it's humbling. Ça nous donne... c'est un exercice d'humilité, dans le sens que régulièrement, on a tort. Régulièrement, on n'a pas la bonne approche. Et moi, je suis profondément persuadée que la prochaine fois que ça va nous arriver quelque chose de sensiblement pareil, c'est qu'on va trouver des outils, notamment soit des vaccins, des traitements ou des diagnostics. Je pense que la science de base va livrer, mais je pense que l'homme ne va pas livrer. Je pense que l'homme sera toujours aussi, va toujours souffrir de cupidité, va toujours souffrir de mettre ses intérêts personnels avant ses intérêts de la collectivité. Puis c'est notre enjeu. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que quand je regarde les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, que votre génération va faire face, c'est vraiment des enjeux transfrontaliers. Si on regarde l'urgence climatique et tout ce que ça entraîne avec elle, cette urgence-là, et il va falloir se serrer les coudes ensemble pour y arriver. Et donc, pour moi, je trouve que la COVID-19 nous a appris beaucoup sur nous-mêmes, hein. On se rend compte qu'on est des survivants, on se rend compte qu'on va tout faire pour survivre, on se rend compte qu'on est prêt à faire des choses pour survivre au détriment de d'autres humains ailleurs. Et ça, on l'a prouvé à plusieurs reprises, dans plusieurs pays, euh, et euh, et donc, c'est pour moi, je trouve que ça enseigne beaucoup, parce que on sait aujourd'hui qu'avec les défis qu'on a devant nous, on ne pourra pas utiliser cette recette-là de façon répétée. C'est sûr, ça ne marchera pas. Et donc, à quelque part, s'intéresser à la pandémie, c'est de s'intéresser à l'être humain, c'est de s'intéresser à notre société, aux grandes questions de nos valeurs, de notre agilité, de notre générosité. En fait, si je comprends bien, c'est surtout ça qui t'intéresse. Oui, oui, mais moi, je suis intéressée parce que, tu sais, moi, je suis une humanitaire. Je suis intéressée par l'homme puis l'humanité. Et puis, et puis ça m'a quand même... et c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de l'équité vaccinale, parce que je trouvais que c'est un cas d'école sur le fait que, et c'est ça que notre article dit, c'est que comment, dans le futur, va-t-on équilibrer les intérêts domestiques versus les intérêts internationaux, ou les intérêts de la collectivité à grande échelle. Et il n'y a pas de réponse préfabriquée pour ça. Ça va probablement appartenir dans un écosystème du moment. Et c'est juste que je trouve ça très intéressant. Et la manière qu'on fonctionne aujourd'hui, c'est clair que et qu'on sait comment les gouvernements sont, qui, en fait, le gouvernement ici a quand même sa priorité numéro un, c'est ses citoyens, puis comment le facteur citoyen, au-delà de nos frontières, s'inscrit dans la prise de décision. Moi, je trouve ça intéressant. Et je crois qu'il va falloir, c'est pour ça que moi, je pense que ça vaut la peine de réfléchir de comment on a répondu à cette pandémie-là, localement et régionalement, ainsi qu'internationalement, parce que ça va nous donner des éléments de réponse pour répondre aux autres enjeux transfrontaliers auxquels on fait face. Bien, justement, depuis la publication de vos articles, est-ce que vous avez eu des contacts avec le gouvernement du Canada, du Québec? Est-ce que d'autres pays sont en train de prendre action de ça? Ça bouge-tu? Non, non, Non. non. Zéro. Ben, tu sais, on était en remaniement de gouvernement, cabinet ministériel au fédéral. On a changé de ministre de la Santé. Donc, le nouveau ministre de la Santé, Marc Holland, je ne le connais pas, en fait. Tout le monde pense que le sous-ministre va changer aussi. Et donc, du coup, quand tu changes de personnage à la tête, ben, tu changes d'interlocuteur. Et là, ben, on n'a pas des interlocuteurs. On avait développé, tu sais, des liens avec Duclos. Et là, on recommence. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec Tim, le directeur
l'École de santé publique de McGill. Joanne, si on regarde les chiffres là, un peu dans, tu sais, je n'ai pas décortiqué tous les chiffres de vos études, là, mais on a parlé de variabilité entre les provinces, par exemple, au Canada, sur le plan de la mortalité, sur le plan de la mortalité dans les CHSLD, par exemple. C'est un peu que l'éditeur avait suggéré, là, qu'il avait soulevé, en fait. Mais il a parlé aussi de régions rurales. Est-ce que tu es capable est-ce qu'il y a assez de chiffres pour nous permettre de décrire les différences rurales et urbaines dans la gestion de pandémie? J'ai comme pas décortiqué assez, c'est juste une question comme ça. Si tu ne le sais pas d'emblée, c'est pas grave, mais est-ce que l'impact sur le plan de la mortalité a été plus important? J'ai pas les chiffres en tête, mais ce que je me rappelle, c'est que me semble que ça n'a pas été nécessairement plus important comme tel. Parce que il demeure, c'est comme Montréal, les grands centres urbains ont été des grands. Montréal a toujours été l'épicentre, en tout cas au Québec, tout le long, mais là-dessus, j'ai 2 personnes qui pourraient me corriger. Mais donc voilà. Je pense pas que c'est ce que surtout ça met c'était les angles morts sur les communautés à risque. Et les communautés à risque, c'était les communautés qu'on considère marginalisées, que ce soit de l'ordre des Premières Nations ou des sans-abri ou des travailleurs essentiels ou des travailleurs migrants. Ça c'est ressorti là, dans les communautés à risque. Est-ce que, fait que là, il y a tellement de points à discuter, mais comme ça, si, Joanne, demain matin, tu dis c'est mon dernier truc là, sur la COVID ou cette pandémie-là et tout ça, ma question, c'est si on te donne un sujet dans lequel tu veux croquer, ça serait lequel? Par rapport à la pandémie? Par rapport à n'importe quoi. Demain matin, tu trouves qu'il y a quelque chose qui te passionne, il y a un sujet qui a besoin de ton leadership, tu es passionné pour ce sujet-là, qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant? Mais moi, si j'avais à parler d'un sujet qui m'habite, qui va être le sujet de mon livre, ça va être sur l'importance de la solidarité internationale. Je crois que c'est important d'en parler parce qu'on on a présentement une gouvernance mondiale qui ne fonctionne pas et qui d'emblée hypothèque une partie de la planète par rapport à une autre partie de la planète. Et donc, moi, je pense qu'il y a présentement un impératif par rapport à réinstaurer un minimum de solidarité internationale. Notamment parce qu'on est dans un changement où l'ordre mondial est en train de changer. On sait ce que la guerre en Ukraine a apporté comme chiffre par rapport à ça. Et c'est des choses qui ont un impact. On le voit présentement, hein, on le voit, il y a eu l'histoire des grains, l'exportation des grains d'Ukraine. Le deal qu'on avait signé l'année dernière n'a pas été re-signé et on sait que ça va créer des famines, notamment des famines en Afrique. Famine en Afrique dit déplacement de population. Déplacement de population dit, ça veut dire des déplacements de population et donc augmentation de migrants dans les pays à haut revenu. Et ça, c'est tout un effet domino qui va se passer. Et donc, ça sera le sujet de ton livre sur lequel tu travailles présentement, qui va sortir quand? Est-ce que tu... Ben, on ose espérer 2024, mais là, je peux pas vous promettre que ça va être ça comme tel, mais c'est l'ambition du moment. Et il y a aussi une pièce de théâtre qui est en production. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, la pièce de théâtre est en production, puis de toute façon, elle a déjà été annoncée dans les 2 programmations. Ça va passer à Montréal et à Québec.
À Québec, c'est à la Bordée, puis à Montréal, c'est au Théâtre dans l'Est. Bon, le nom m'échappe là, tout d'un coup. Mais tout ça pour dire que c'est un théâtre, que c'est une pièce de théâtre sur la pandémie, puis c'est un peu une espèce de docu-théâtre sur la pandémie. Donc voilà, c'est écrit par Anne-Marie Olivier, puis moi j'étais conseillère là-dessus. Puis encore là, c'est dans la même catégorie d'état d'esprit, comment dire, le devoir de mémoire. Et moi, je pense que il y a tellement il y a tellement un pushback, les gens veulent tellement pas en parler que je me suis dit, bon, ben on va en parler autrement. Et pour moi, la façon d'atteindre différents types de communautés, c'est que oui, tu peux écrire dans le journal BMG, donc ça va être une certaine communauté scientifique. Tu peux écrire dans la presse avec une population qui lit les journaux. Puis je me disais qu'en faisant une pièce de théâtre, c'était pour atteindre une autre partie de la population et les sensibiliser sur certains enjeux. Donc, c'est un petit peu la démarche. C'est un peu farfelu à quelque part, mais c'est passé en plus, c'est quelque chose de complètement, comment dire, complètement spontané. C'est que pendant la pandémie, j'ai rencontré le metteur en scène Frédéric Dubois, puis je lui ai dit, on a un devoir de mémoire. Et puis, il m'a dit, ah bon? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai dit, on peut pas. J'ai dit, un événement qui met notre vie personnelle et professionnelle en pause pendant plus de 20 mois, on a un devoir de mémoire. On a un devoir de mémoire pour le nombre de gens qui sont décédés. On a un devoir de mémoire pour l'impact que ça a eu sur nous. Et donc, c'est parti de là. Et donc ça sort en 2024. Donc, janvier 2024, puis à Montréal, puis avril 2024 pour Québec. Et ça s'appelle Nos Cassandres. Nos Cassandres. Donc, vous vous rappelez peut-être du mythe des Cassandres. Là. Je suis sûre que Dr. Gérard pourrait l'expliquer mieux que moi. On lui demandera tantôt. Fait que, Joanne, si on retourne en arrière, on arrive en début de pandémie. Tu arrives, en fait, tu termines ton mandat à Médecins sans frontières, tu arrives de Genève. Je ne sais pas, là, c'était peut-être mars, avril, peut-être dans ce coin-là. Et c'est là qu'on a repris le contact. Dès le départ, je pense que tout le monde voulait que tu t'impliques sur le comité, les comités gouvernementaux avec Dr. Arruda, avec la santé publique. Il y avait des appels tout de suite là, dans les débuts. Et finalement, je ne sais pas, là, mais en tout cas, tu n'as pas fait partie de ces groupes formels-là de direction. D'abord, la première question, c'est est-ce qu'à travers tout ça, y a-t-il des enfants qu'on ne sait pas? Est-ce que, par exemple, M. Arruda ou M. Legault, ou après ça, les différents ministres de la Santé, McCann, Dubé, est-ce qu'ils t'ont déjà appelé personnellement? Es-tu prêt à nous dire ça? Je ne pense pas que je vais dans le détail, mais oui, il y a eu des appels, il y a eu des conversations superficielles, mais c'était pour moi un petit peu dans, comment dire, des figures imposées à ce moment-là pour le leadership, parce qu'il y avait une telle pression du public. Donc voilà. OK. Alors, on a discuté aussi, toi et moi, là-dedans, et pour le bénéfice aussi de tous les étudiants dans ce stage de leadership, tu peux avoir un leadership dans des positions officielles, mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin de positions officielles pour exercer du leadership, de l'influence, pour changer les choses? Et je me rappelle en début de pandémie, même avant tes premiers articles dans le journal, en tout cas, plein de gens disaient que tu avais déjà eu une influence, puis tu as déjà eu un impact sur la gestion de pandémie. Peux-tu nous parler de ça, de qu'est-ce que tu as essayé de faire, même si tu n'étais pas à la table de gestion? Et je ne sais pas, peut-être que c'était mieux ça que tu sois, finalement. Des fois, dans des tables, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de contraintes, on doit faire approuver tout ce qu'on dit.
C'est assez compliqué dans des positions officielles. Le Dr. Girard peut peut-être nous en parler, mais à quelque part, tu as pu quand même assez librement t'exprimer dans les journaux. Dis-moi, est-ce que tu crois que tu as eu quand même un impact? Est-ce que… Je pense pas, je pense très peu, personnellement. Oui, je pense pas. Je dirais peut-être la seule chose qu'à un moment donné, parce il y avait un tel grogne public, c'est peut-être ce que j'avais dit à Tout le monde en parle sur, sur le fait que les gens, notamment les personnes âgées, étaient isolées et donc plusieurs d'entre elles étaient dans une vraie souffrance en étant isolées et que j'avais dit que pendant l'Ebola, on avait fait beaucoup d'erreurs. Les gens nous avaient tous pardonné tout, mais ils nous avaient jamais pardonné de laisser mourir les gens qu'ils aimaient tout seuls. Moi, j'en ai parlé spontanément, de façon assez candide pendant cette entrevue-là. Tout le monde en parle parce que c'est quelque chose pour lequel je m'étais toujours dit, je ne veux pas revoir de mon vivant des humains mourir tout seuls. L'humain n'est pas fait pour mourir tout seul. Et ce qu'on a fait comme démarche, puis comme mesure, créait cet isolement-là dans les derniers moments de sa vie. Et moi, je trouvais que c'était pas raisonnable, puis qu'il fallait tout faire pour changer ça. Et donc, le lendemain, il y avait eu… c'est sûr que j'avais fait l'entrevue, à Tout le monde en parle. Il y avait le ministre, premier ministre Justin Trudeau qui était là. Et puis, le lendemain, euh, il y avait eu des déclarations par rapport à changer, en tout cas, certaines mesures. Est-ce que c'est lié? Est-ce que ça l'est pas lié? Des fois, c'est juste une question, tu sais, c'est comme quand tu essaies d'ouvrir un pot de ketchup, là, puis tout le monde y essaye, puis la 8e personne s'essaye, puis elle l'ouvre, puis c'est un enfant de 8 ans, là. Ben, c'est peut-être juste ça qui s'est passé. Je pense que tout le monde qui écoute peut bien voir ton humilité parce qu'on est tous d'accord que tu as eu un impact majeur, Joanne. Fait que là, hormis tout ça, en dehors de tout ça, tu étais quand même médecin d'urgence dans un hôpital pédiatrique qui a quand même été frappé un peu sur le tard. Là, on parle de la deuxième vague. Les enfants ont été frappés quand même un peu plus tard avec non seulement la COVID, mais avec tous les autres virus. Il y a eu une certaine recrudescence. Comment ça se passait au pire de cette affaire-là à Sainte-Justine? Parce qu'on entendait quand même, tu sais, c'est pas qu'il y a eu tant de morts, Dieu merci, mais c'était quand même assez spécial. Comment ça se passait, Joanne, sur le terrain? Ben, l'urgence, nous, c'est ça, on a été frappés plus en 2021, là, l'automne de Noël 2021. Et puis, ça a été, il a fallu ouvrir il a fallu ouvrir d'autres lits de ce qu'on appelle les lits d'absorption de l'urgence. On a ouvert deux unités. On a fait un appel général pour que d'autres collègues viennent nous aider. Puis ça, on fait jamais ça. On fait jamais ça, là. On se retrouvait avec des infectiologues ou des endocriniens qui venaient faire des chiffres à l'urgence. Puis on a dit… donc, tout le monde a mis la main à la pâte parce qu'on avait des heures d'attente qui étaient de 24 heures, 26 heures des fois. Et donc, on trouvait que ça devenait dangereux. On a doublé nos chiffres de nuit. Donc, il y a eu quand même plusieurs mesures qui ont été prises à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y avait des cas de COVID, puis il y avait aussi beaucoup de cas de RSV. C'est surtout on a aussi toute la panoplie des virus, mais il y a eu vraiment quand même un bon pic de RSV à un moment donné. Et c'était des petits bébés qui souffraient, puis qu'ils étaient admis en soins intermédiaires, voire soins intensifs, parce que quelques-uns ont eu besoin d'être intubés, puis on avait vraiment plus de place. Donc, c'était vraiment plein. Donc, moi, ça me fait rire parce que, je veux dire, c'est un petit peu, le mode de fonctionnement auquel je suis relativement habituée. Parce que, la réalité, c'est qu'un centre tertiaire ne devrait pas voir, des cas
4 et 5. Et donc, ils devraient être tous redirigés, mais ce n'est pas le type de médecine qu'on pratique ici. Et Joanne, est-ce que toi aussi été affectée par la COVID? As-tu attrapé la COVID? As-tu été malade à travers tout ça? Comme beaucoup de personnel de la santé? Mais moi, j'ai été chanceuse, je n'ai pas été malade jusqu'à l'été dernier, en 2022. Et donc, j'ai été relativement malade, là, puis il a fallu que je prenne des traitements, puis pour ça, j'ai eu quelques séquelles, mais sur lesquelles je commence juste à m'en sortir. Mais donc voilà, je ne sais pas quelle aurait été ma réponse clinique si j'avais pas eu de vaccin. Mais on ne s'imagine pas que ça aurait été beaucoup mieux. Donc voilà. Joanne, je vais bientôt ouvrir aux questions des gens qui sont à l'écoute, là. Fait que tu sembles, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as été très tenace à continuer en toute humilité de parler de ce sujet de la pandémie, même à des moments, incluant maintenant, où les gens veulent oublier ça. Parce que, à quelque part, ça a été comme traumatisant pour beaucoup de personnes, pour plein de raisons différentes. Mais les gens veulent enterrer ça. C'est de l'information qui crée une certaine détresse, même au niveau de notre gouvernement. On veut pas. Il y a encore des conséquences assez graves là-dessus, comme tu sais, au niveau de la pénurie de personnel. Donc, je pense qu'on n'a même pas encore vu ce qui va se passer au niveau de la pénurie de personnel encore. Et je n'ai pas encore vu de stratégie spectaculaire de ce côté-là. Je pense que les gens font un effort louable à plusieurs égards, mais donc, tu parles de ce sujet encore pour un devoir de mémoire, pour que les gens, qu'on se rappelle de tout ça avec beaucoup de profondeur. Quel message as-tu à passer pour ces milliers de personnes, je dirais beaucoup de chercheurs surtout, qui étudient des trucs pointus, qui publient des articles importants, mais que personne lit. Je veux dire, là, tu as publié dans le BMJ, mais il y a des gens qui publient dans le BMJ, mais ils ne font jamais d'entrevue médiatique. Tu es invité à toutes les émissions, mais en plus, tu publies dans les revues scientifiques et tu parles d'un sujet que les gens ne veulent plus entendre, mais tu continues de le faire. Ça démontre beaucoup de ténacité et tout ça. Quel conseil as-tu à donner aux gens qui vivent finalement dans une société où ce n'est pas populaire, on le drop, on passe à un autre appel? C'est quoi ton temps? Qu'est-ce qui te motive à persister comme ça? Ben, moi, je pense que je pense que c'est de croire, c'est de croire que quelque chose peut peut-être arriver. C'est un petit peu, tu sais, quand on a commencé avec l'Ebola en 2014, pendant 6 mois, l'organisation Médecins sans frontières a dit aux gens, cette épidémie-là est différente, elle se passe dans 3 pays, il y a des chaînes de transmission qui ne sont pas connectées les unes envers les autres, et donc ça va être très, 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 très différent. Personne ne nous écoutait, tout le monde disait qu'on appelait au loup pour rien. Et on le fait pendant 6 mois. Et, au bout de la ligne, ça a relativement donné quelque chose. Et pour moi, c'est important parce que je crois qu'on a changé un peu le cours de l'histoire. Et il n'y a jamais rien qui va changer à 180 degrés, mais je pense que changer le cours de l'histoire vers un cours d'histoire qui va sauver certaines vies, qui va épargner certaines vies, mais moi, je trouve que ça en vaut la chandelle, ça en vaut l'effort. Donc, juste pour ça, je veux dire, je pense que ça vaut le coup. Et c'est important de toffer la run, même quand on est impopulaire. C'est sûr, tu sais, que moi, j'ai modéré mes transports là, sur ces médias sociaux parce que j'ai été très, 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 très agressée. Mais j'ai continué à communiquer. C'est sûr que chaque mot sont pesés, hein, quand j'écris. Je le revois, je le teste.
parce que, donc c'est une des raisons pour que moi, j'ai pas utilisé une investigation, le mot investigation, mais j'ai utilisé un état des lieux, par exemple, que j'ai dit qu'il fallait se rappeler des bons coups, au lieu de dire... donc, c'est tout... Les gens s'en rendent pas compte, là, mais tout ça, ça a été réfléchi longuement pour essayer de, de, de créer une certaine ouverture, une brèche d'ouverture par rapport à ça. Parce que moi, je pense que c'est important d'apprendre d'un événement qui est quand même historique. Mais peut-être que vous ne trouverez pas ça historique, mais moi, je pense qu'il est historique. Et c'est pour ça que ça en vaut le coup. Et aussi, c'est historique, puis ça ne sera pas le dernier. Pas avec la façon dont on vit, pas de la façon avec laquelle on met une pression sur notre environnement. Donc, il va y avoir des sauts d'espèces encore pour les virus. Là, j'ai un virologue et moi, je suis profondément persuadée qu'il va en avoir, pour en avoir parlé avec différentes personnes dans le milieu. Je ne pense pas que ça va être notre dernier saut d'espèces qu'on va avoir, avec des répercussions importantes. Je pense que des virus émergents, on va en avoir d'autres. Et tout cet investissement dans cette cause-là pour l'histoire, pour la question de la mémoire de la société, s'impliquer dans cette grande cause-là, on pourrait croire que ça contribue aussi à son bonheur, quelque part. Tu sais, quand tu te couches le soir, peut-être que tu dis, ben, tu sais, j'ai peut-être pas changé tout, comme tu disais avec le gouvernement, j'ai pas eu, tu sais, j'ai essayé, j'ai fait mon meilleur effort. Est-ce que tu sens que tu as fait ton meilleur effort? Je ne sais pas si c'est le meilleur effort, mais j'ai fait mon effort. Moi, je pense que ce qui contribue au bonheur en partie, c'est l'impression d'avoir contribué puis d'avoir fait ce qu'on devait faire à un moment X, dans un contexte Y. Donc, moi, je pense que c'est ça. Moi, je préfère l'action à l'inaction, mais ça, c'est ma personnalité. C'est comme ça que je réponds à des moments de crise. Et c'est peut-être pas toujours la meilleure solution, mais moi, c'est mon modus operandi. C'est l'action en temps de crise. Donc voilà. Fait que je pense que j'ai été un peu fidèle à ce que je suis. Puis, Joanne, ma dernière question, c'est si tu regardes ton niveau de bonheur avant la pandémie et aujourd'hui, est-ce qu'il a monté ou est-ce que, tu sais, mettons, tu n'es pas obligé de nous donner le chiffre, mais est-ce qu'il a monté sur une échelle de 0 à 10 étant le bonheur parfait, c'est un idéal pas nécessairement atteignable. Est-ce que si tu compares avant la pandémie à maintenant, as-tu changé, as-tu monté, descendu? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je pense que c'est relativement stable. C'est relativement stable, OK. Ouais. On ne sait pas s'il est élevé ou pas. On prend pour acquis que c'est élevé pour toi, Joanne. Du moins, ton sourire le laisse croire aujourd'hui, puis toute ton énergie que tu mets à tous les jours, ton investissement. Joanne, on va ouvrir aux questions. Et bon, on a quand même quelques invités spéciaux, dont tes collègues un peu de santé publique. Je ne sais pas si les étudiants du Living Lab, vous serez d'accord si on leur laisse la parole pour commencer. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, tout le monde dit oui, oui, allez-y. Donc, ben, je ne sais pas, docteur Girard, je vous ai juste à côté de Joanne à l'écran. Docteur Girard, ceux qui n'ont pas entendu écouter l'entrevue du docteur Girard, je pense qu'on était dans le début, dans le show de la pandémie. Ça vaut la peine d'écouter. Docteur Girard est quelqu'un de bien spécial pour moi et pour nous tous au l'événement. Merci d'être là, docteur Girard. Qu'est-ce que vous pensez de cette entrevue-là? Bien heureux de vous revoir. Ben, écoutez, d'abord, salutations à tout le monde. Toujours un plaisir de revoir Joanne et de la lire aussi, puisque j'avais donc évidemment pris acte de la série des articles dans le British Medical Journal. Donc, évidemment, j'ai trouvé ça extrêmement, je dirais, comment on pourrait dire, quand Joanne intervient généralement avec les mots qui
lui sont propres, parce que même si elle n'est pas elle n'est pas une collègue en santé publique, elle est une collègue, en fait, précieuse pour nous tous, puisque la santé mondiale nous interpelle tous, où que nous soyons, qu'on soit à l'international, qu'on soit dans les situations d'inégalité sociale de santé. Donc, Joanne s'est toujours trouvé les mots et, je dirais, l'articulation aussi de la pensée qu'elle offre. Mais c'est complexe. Et j'aurais pu vous montrer une petite caricature où souvent les gens ont tendance à choisir plutôt les réponses simplistes. Je pense que les gens, quand ils écoutent Joanne, ça leur demande un effort de se poser des questions et tout ça, mais Joanne tient la route, elle continue et on la remercie énormément pour ça. C'est très important. Je voulais peut-être dire aussi, c'est intéressant puisqu'elle m'interpellait sur Cassandre. En fait, Joanne est un peu comme une Cassandre d'une certaine façon. Cassandre, en fait, c'est celle qui avait prédit la catastrophe de Troie avec le cheval. Parce que Cassandre, en fait, était la sœur de Paris qui avait eu la bonne ou la mauvaise idée d'amener une des plus belles femmes à l'époque, qui s'appelait Hélène, la fameuse belle Hélène. Et elle avait vu tout ça. Parce que Cassandre avait un don qui lui avait été donné par Apollon, en fait, un don de prédiction. Mais tout ce qu'elle prédisait se passait, contrairement aux conspirationnistes qui nous apportent des catastrophes avec la vaccination et autrement. Donc, d'une certaine façon, les lanceurs d'alerte, qui sont généralement des personnes importantes dans les sociétés que nous avons, puisqu'il y a beaucoup de coalitions d'intérêts, les lanceurs d'alerte sont super importants. Je dirais que Joanne est un peu notre lanceur d'alerte qui nous rappelle, en fait, qu'on doit effectivement s'interroger sur ce qu'on observe. Et elle a tout à fait raison par ses propos de dire finalement l'attitude qu'on a adoptée au Canada était une attitude que je dirais qui était quand même, qui n'était peut-être pas à la hauteur des grandes valeurs qui normalement devraient caractériser les Canadiens en général, les Québécois en particulier. Je pense qu'une certaine façon, c'est une leçon dont il faut apprendre des choses. Au même moment où la série des articles du British Medical Journal paraissait, il y avait aussi un article de JAMA, qui est le Journal of Association Medical Journal, où est-ce que justement des collègues avaient donc fait une très belle étude justement sur ce qui s'était passé en Ohio et en Floride par rapport à la mortalité, les excès de mortalité. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que, pour ça je fais le lien avec Cassandre finalement, beaucoup de nos voisins au sud de la frontière avaient prédit que les vaccins, c'était épouvantable, on allait découvrir que finalement des choses atroces. Or, cette étude-là qui est parue le 24 juillet, je pourrais vous donner la référence, voilà, elle est faite, vous pourrez lire ça. C'est qu'en fait, on a regardé on a juste finalement, parce qu'on savait que chez les démocrates versus les républicains, le taux de vaccination était complètement différent. Là, il y avait une différence significative. Or, on a regardé les excès de mortalité chez ces deux populations, donc chez les électeurs, ceux qui se disaient démocrates, ceux qui se disaient les États démocrates, les États où il y avait plus de démocrates, les autres, et en fait, les secteurs de vote. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y avait 46% plus de surmortalité dans les secteurs où on votait davantage républicain. Donc, c'est un effet indirect, si vous voulez, de l'impact de la vaccination qui a quand même permis de préserver des vies humaines. Je le mentionne parce que les lanceurs d'alerte, ça va dans tous les sens. Il y en a qui se sentent un petit peu mus par on a géré ça durant la pandémie, toute la question des complotistes et tout ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelqu'un qui va lever le ton, qui va dire, écoutez, attention, là, c'est important de l'écouter. Et Joanne, ce qu'il y a, c'est qu'elle a toujours eu raison. Toutes ses prédictions se sont réalisées. Je me rappelle de certaines entrevues qu'elle donnait en 2020. Elle avait dit, attention, ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer la pandémie. Elle a eu raison. Donc, je trouve que c'est intéressant, ce témoignage qu'elle nous partage. Alors, pour les jeunes ici autour, dans ce grand entretien, soyez convaincus que
il faut écouter un certain nombre, il faut écouter certaines personnes. Il faut être aussi critique par rapport aussi aux personnes qui portent le message. Et il faut aussi, Joanne a été victime de ce qu'on appelle tuer le messager. Alors, elle apportait des mauvaises nouvelles. Alors, elle s'est faite effectivement passablement, je dirais, attraper au passage. Et ça, c'est un réflexe qui est malheureusement, en tout cas, très répandu et on doit composer avec ça. Tirer sur le messager, c'est généralement une pratique que j'appellerais sociétale qui est très fréquente dans nos sociétés. Mais je salue le courage que Joanne a eu d'écrire, le courage qu'elle a eu de donner des entrevues. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument formidable. Elle l'a fait pour beaucoup d'entre nous. Elle le faisait mieux que quiconque. Donc, on est très heureux, en tout cas, de tout ce qu'elle a fait durant ces dernières années. La pandémie aura quand même duré tout près de 3 ans. On passait à un autre stade, comme elle disait. On est plus à un stade endémique. Il y a quand même encore des cas de COVID, mais on est sorti de cette pandémie comme telle. Mais maintenant, il faut effectivement se préparer à ce qui pourrait venir et on l'a vu. Les changements climatiques nous ont rattrapés. C'est sûr que les risques de nouvelles pandémies, c'est pas, on fait pas, en fait, il faut faire les Cassandres, en fait. Il faut faire les Cassandres, il faut jouer aux Cassandres par rapport à cette question-là. Et Joanne a tout à fait raison. Voilà, c'est ça que je voulais apporter. Je vais devoir me retirer parce que j'ai une autre rencontre avec Luc Boileau, justement, donc on va... C'est ça. Alors, salut, Dr. Boileau. Oui, c'est ça. Mais écoutez, ça fait partie de la vie. Mais merci encore, Joanne. Hein, je profite de la tribune pour merci. Hein. Merci infiniment, Dr. Girard, d'être venu aujourd'hui. On s'ennuie de vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et on a aussi un autre expert, finalement, un expert en santé publique, en vaccination, un des grands chercheurs en vaccination, directeur du Centre de vaccination du CHU de Québec, Dr. Marc Dionne. Je ne sais pas si, Dr. Dionne, vous avez des commentaires ou des questions suite à cette entrevue. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est votre première grande entrevue auquel vous assistez. Nous, on échange avec vous. Malheureusement, on n'a pas... en tout cas, mon équipe a passé un peu plus de temps. Je n'ai pas eu assez de temps là, pour travailler sur tous vos projets, mais je sais que vous êtes extrêmement motivé à faire plein de trucs avec la télémédecine dans les régions rurales et autres. Un autre, les étudiants qui sont ici, un autre leader pas mal exceptionnel, pas mal tenace, visionnaire, Dr. Dionne, qui est ici avec quelques membres de son équipe absolument extraordinaire. Dr. Dionne, qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'entrevue de Dr. Liu? Avez-vous des questions, des commentaires? C'est intéressant. Je n'ai pas eu l'occasion jamais de travailler directement avec Dr. Liu, que j'ai suivi quand même attentivement dans ses interventions. Je pense à la question que tu lui posais, Richard, est-ce qu'elle a eu une certaine influence? Moi, je pense qu'elle a eu une influence remarquable, peut-être pas sur les décideurs, mais elle a eu une influence sur ce que la population pensait et pouvait attendre des décideurs. Et en ce sens-là, je pense que c'est une influence considérable de donner leur juste à la population. Voici qu'est-ce que vous pouvez attendre de vos gouvernements dans la gestion d'un problème comme celui-là. Et certainement que ce positionnement de la population, oui, il y a eu des extrêmes de négation ou de contrôle total de la population, mais je pense qu'au Canada, on a réussi au Québec aussi, je trouve peut-être dans les interventions au départ dans les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, on a quand même réussi à assez bien balancer les préoccupations des droits collectifs avec les droits individuels. Ce que je trouve aussi remarquable du docteur Liu, c'est que malgré probablement des déceptions de voir que sa compréhension du phénomène, sa compréhension de ce qu'il fallait faire, elle n'a pas développé d'amertume, parce qu'on peut facilement devenir cynique ou avoir l'impression qu'on est sous-estimé. Au contraire, Dr. Liu se retrousse les manches et a continué à travailler là où on appréciait son travail. Moi, je n'ai pas fait uniquement de la vaccination. J'ai travaillé au ministère de la Santé comme directeur de la Santé publique, donc avant Horacio Arruda, avant
le docteur Boileau. Donc, j'ai été aussi confronté à certaines épidémies. On est toujours surpris de voir comment, lorsqu'on est dans ces fonctions-là, comment c'est difficile de faire descendre vers les troupes sur leur terrain un message comme de quoi on les appuie. On est souvent critiqué qu'on soit dans des positions officielles de gestion, qu'on soit dans des positions plus de leader d'opinion. C'est sûr que les médias sociaux nous impactent beaucoup plus qu'ils pouvaient nous impacter il y a 20 ans. Et effectivement, moi, j'essaie actuellement d'apporter une contribution supplémentaire à ce que j'ai fait là, en mobilisant mon équipe de recherche vers de l'innovation pour intervenir auprès de personnes vulnérables, entre autres privées de médecins de famille. On verra, puis je suis content de pouvoir peut-être éventuellement expérimenter cette approche-là là, dans le secteur de Charlevoix. Mais on est en train de développer une proposition d'approche d'intervention où on ferait appel à des pratiques innovantes, non seulement pour faciliter l'accès des gens aux services de santé, mais pour assurer une continuité de soins dans une évaluation, une compréhension globale de leur situation. Donc, les spécialistes s'intéressent à la maladie, les médecins dans une clinique médicale s'intéressent aux malades. Nous, on voudrait s'intéresser à la personne dans son milieu, à comment maintenir et prévenir, maintenir sa santé et prévenir ses problèmes de santé. Donc, je reviens à mes bases de santé publique, mes bases de médecine générale quand j'ai commencé ma pratique. Et on est bien content d'avoir des jeunes qui prennent dans le relève et des leaders actuellement là, qui nous permettent de continuer à développer de nouvelles idées. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Dionne, d'être là avec votre équipe aujourd'hui. Est-ce que Caroline Réaume, Dr. Réaume, avez-vous une question? Dr. Réaume, qui était, je raconte l'histoire, elle a quasiment était quasiment astronaute, en fait. Hein? Tu travailles encore avec l'Agence spatiale canadienne, mais tu étais un peu dans la compétition avec David Saint-Jacques, peut-être, à cette époque-là. En tout cas, bon, bref. Là. Je ne sais pas si l'histoire est correcte, mais quand même, quand même. Oui, bien, je suis intéressée par la télémédecine puis les soins en région éloignée. Avant la COVID, on devait prendre l'avion puis se rendre sur place pour aider la population. Mais avec la COVID, moi, ce que je retiens, c'est que du point de vue comme chercheur, c'est que ça m'a amené à vraiment développer là, de la collaboration avec plusieurs médecins puis chercheurs, puis des professionnels de la santé partout dans le monde. Fait que pour moi, ça, je vois ça comme très positif. Je suis vraiment contente là, d'entendre Dr. Liu, Dr. Dionne, puis Dr. Girard. Là, je trouve que ça m'aide à comprendre vraiment tout ce que la pandémie a vécu, puis tout ce que vous avez vécu à travers ça. Là, on ne voit pas tout le travail que vous avez fait là, en santé publique. Je trouve que de voir l'humain au-delà de la localisation, mais dans l'univers, là, je trouve que c'est une super belle perspective. Là. Alors voilà, fait que je suis toujours intéressée à développer les soins en région éloignée, puis je crois que ça va améliorer l'accès, puis diminuer en fait peut-être l'inégalité des soins. Puis je souhaite pour le futur là, m'investir davantage dans ce domaine-là. Fait que ce qui est proche à l'exploration spatiale parce que c'est considéré comme un milieu éloigné. Bien, merci, Caroline. Puis en tout cas, on va trouver un moment de t'inviter que tu nous parles un peu d'innovation. C'est comme ça qu'on a commencé à se parler ce matin d'un petit projet plus technologique aussi. Fait qu'on aura la chance. Au moins, là, tu vois, c'est qui quelques personnes du Living Lab, un peu le feeling de tout ça. C'est super, vraiment, là, puis j'aime beaucoup votre arrière-plan. Là, je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Je ne connaissais pas le Living Lab. Puis, je suis contente de m'intégrer là, tranquillement là, pour en apprendre davantage puis voir comment on peut collaborer ensemble. Bien, super. Merci beaucoup, Caroline. Là, on peut peut-être passer... puis en tout cas, si jamais d'autres invités seraient intéressés, mais sinon, on fait le tour. Jade aussi, tu fais partie de
de nos invités. Tu ne te gênes pas si tu as une question aussi. Mais sinon, on fait le tour, puis c'est vraiment un moment où c'est un rapid fire. Donc, on pose une petite question, puis c'est des réponses un peu plus brèves. On y va dans toutes les directions. On s'inspire des 5 piliers du Living Lab. Les gens, ils te connaissent bien. Tu les as déjà rencontrés à quelques reprises, Joanne, mais là, ils ont entendu parler de ça. Mais les questions peuvent aller en dehors, finalement, c'est n'importe quelle question, anything goes, pour les aider dans leur réflexion actuelle et future. Fait que, Jenny, est-ce que tu voudrais un peu coordonner tout ça? Ben oui, Donc, Jenny, qui est notre Alexandre, coordonnatrice. vas-y. Oui, donc, le Canada, comme on a mentionné, a un devoir justement de mémoire. Et je me demandais comment le Canada et d'autres pays qui ont ce devoir-là, comment on peut s'inspirer des organisations comme Médecins sans frontières pour justement faire ce devoir de mémoire-là, faire un post-mortem, comment on peut laisser des traces pour que ça ne réarrive pas. Joanne, avant juste de répondre, j'aimerais juste, Alexandre, peux-tu juste dire d'où tu viens, en quelle année de médecine, quelle université, qu'est-ce que tu as fait avant, juste rapidement pour Joanne, puis vous pourriez tout faire ça aussi pour vous présenter un peu à Joanne, peut-être que vous connaissez déjà un peu, mais si ça ne te dérange pas. Bien, certainement. Moi, j'ai terminé ma première année en médecine à l'Université de Montréal, mais avant, j'ai fait un baccalauréat en génie mécanique à l'Université Laval. Puis, en ingénierie, en fait, c'est standard de faire des post-mortem. C'est pour ça que je suis très surpris là, de voir que le Canada ne s'enligne pas pour ça. Et c'est l'origine de ma question, là, comment on peut s'inspirer d'une organisation. Donc, je vous laisse d'ailleurs, merci beaucoup pour ce grand entretien. Merci pour la question. Moi, je pense que ça va être difficile d'encourager le Canada à faire ça, mais une façon de faire, c'est que si les citoyens le demandent, ben, éventuellement, ça pourrait créer un point de bascule. Parce que on sait toujours que nos politiciens sont quand même intéressés à plaire à leurs constituants. Et donc, s'il y avait un mouvement de gens qui disent, ben non, il faut collectivement apprendre de ça, ça pourrait peut-être marcher. L'autre chose, c'est que je me dis, ben vu qu'on fait partie d'un écosystème académique, l'académie peut décider de faire, et c'est un petit peu la démarche qui s'est passée avec le British Journal of Medicine, c'est que les 13 experts qu'on a invités ont fait partie de différentes écoles en santé mondiale, puis en santé publique, puis on a dit, ben on va faire quelque chose, au moins ça sera ça. C'est sûr qu'il y a des angles morts, c'est sûr qu'on n'a pas couvert tous les sujets, mais ça sera une partie d'évaluation parcellaire, absolument imparfaite, mais on disait que c'était mieux que rien. Merci. Mégane? Oui, donc bonjour, merci beaucoup, Dr. Liu, d'encore d'être venu. On apprend à se connaître, mais probablement que vous ne savez même pas que je suis qui, là, mais c'est pas grave. Merci de venir à beaucoup de rencontres, là, on l'apprécie beaucoup. Dans le fond, moi, je viens de terminer en première année à l'Université Laval en médecine. Puis tantôt, vous avez comme mentionné quelque chose qui m'a vraiment marqué, là, puis je pense que je vais mentionner comme pour longtemps encore, là, vous avez mentionné beaucoup de trucs, là, mais un que c'est il va y avoir une autre pandémie. Mais dans notre curriculum, on n'apprend pas comment gérer des pandémies, on n'apprend pas comment prévoir ça avec nos patients, comme je veux pas aussi, je suis comme une étudiante en médecine, donc avec ma famille, je suis comme un peu un repère, puis je n'ai même pas fini ma première année en médecine, fait que je ne peux même pas imaginer quand il va y avoir une autre pandémie, mon entourage qui va toujours me contacter. Fait que selon vous, ça serait quoi pour une jeune étudiante qui voudrait juste comme essayer de s'outiller avant que ça arrive? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'on ne l'a pas dans notre curriculum, la préparation un peu à une certaine pandémie ou à une épidémie. Là. Ah, c'est dommage hein, qu'on peut ajuster les curriculums de formation. Ça serait peut-être plus quelque chose à suggérer. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, ben, c'est d'aller à l'encontre d'une épidémie. Si vous êtes vraiment intéressé par rapport à ça, ben,
Il y en a partout, hein, des épidémies et des épidémies de choléra. On est en augmentation d'épidémies de choléra à travers le monde depuis la dernière année, par exemple. On a des éclosions de rougeole partout parce qu'on a un recul sur la vaccination mondiale des enfants en bas de 5 ans pour la vaccination de routine. Donc, on a 25 millions d'enfants qui n'ont pas eu qui n'ont pas complété leur vaccination de routine en bas de 5 ans. Donc, c'est d'aller voir à quoi ça ressemble parce que moi, je trouve ça extraordinaire, hein, les épidémies. Je trouve ça, on apprend tellement parce que c'est un événement socio-économique sur une communauté. C'est pas que santé, mais tout est impacté. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une prise en charge qu'on dit transsecteur ou à travers différents secteurs. Parce que c'est pas juste mécanique, puis c'est pas juste la santé publique. C'est aussi, ça a un côté social, ça a un côté économique, ça a un côté beaucoup plus large que juste la santé. Donc, moi, je dis, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, puis il y a toutes sortes d'épidémies. Il y a des épidémies qui sont à bas bruit. On pourrait parler de l'épidémie du VIH, qui a quand même tué 39 millions de personnes sur la planète depuis que ça a commencé. Ou on peut être sur des épidémies comme la tuberculose, qui est quand même le serial killer number one en maladies infectieuses. 1,5 million de personnes meurent à chaque année à l'échelle mondiale. On n'est pas à court d'épidémies dans le monde. Donc, vous pourriez facilement faire un stage à l'étranger et aller à la rencontre d'une éclosion d'une épidémie à travers différentes organisations. D'une part. D'autre part, je dirais que l'autre truc sur quoi je pense qu'il faut travailler, c'est vraiment la gestion de crise. On s'est rendu compte qu'on n'est pas bien outillé par rapport à la gestion de crise. Puis moi, je trouve qu'on rentre dans une ère de ce que j'appelle la polycrise. C'est qu'on a des crises simultanées en même temps. On a, par exemple, présentement, il y a des urgences climatiques avec une fin de queue de COVID-19, avec l'Ukraine qui a un impact à l'échelle mondiale. Donc voilà, on est là-dedans, puis je ne crois pas que cette dynamique-là va diminuer. Je pense qu'elle va se perpétuer. Fait que dans le fond, de ce que je peux comprendre, genre vous êtes pour, admettons, dans le curriculum, avoir comme, mettons, un cours genre gestion de crise, de pandémie, parce que, tu veux pas, ça deviendrait comme un peu essentiel. N'importe quel spécialiste en médecine au Québec ou même dans le monde aurait besoin de savoir comment gérer un hôpital en crise, dans le fond. Mais de toute façon, je veux dire, on fait face présentement à au niveau du personnel, on est en crise dans les hôpitaux présentement. On a des manques de personnel partout dans tous les différents corps de métier. Et juste ça, nous, à tout cas, à Sainte-Justine, on est en gestion de crise sur des inhalothérapeutes, sur des préposés aux bénéficiaires, sur des infirmières, les urgentistes aussi. Donc, on est toujours dans une perpétuelle réflexion de comment gérer la crise au niveau du personnel, des différents corps de métier. Ben, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Donc, Joanne, juste pour, ça va être comme un peu un rapid fire, sinon, à moins que tu veuilles rester jusqu'à 5 heures, mais je pense que tu as quelque chose, fait que juste pour... OK, Jenny? Jean, tu peux y aller. Merci. Donc, moi, c'est une petite question. En fait, moi, je suis en droit spatial, droit aérien spatial. Donc, je travaille sur le droit à la santé dans un contexte de milieu extrême. Donc, en milieu extrême, la protection, plus spécifiquement du droit à la santé en milieu extrême. Et dans un contexte d'implantation de bases permanentes dans l'espace extra-atmosphérique. Et j'avoue que dans tous les cas, je vois, parce que je travaille aussi sur les violations, évidemment, du droit à la santé, et je vois dans les milieux extrêmes souvent des violations. Puis, quand je vous écoute parler, je me demande qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que membres des milieux juridiques, en fait, pour aider les médecins qui tentent de se battre contre ces violations, ces manques de respect. Parce que je vous vois travailler
très, très dur, mais j'ai l'impression que le milieu juridique est un peu à la traîne derrière. Donc, là, je pose la question, au lieu de le poser à des juristes, je préfère le poser à des médecins parce que je sais qu'il y a des groupes comme par exemple le groupe que tu as monté, Rick, avec le Living Lab, etc., puis d'autres groupes, puis le travail que vous faites qui tente en fait de permettre une meilleure accessibilité, un meilleur respect, un meilleur care des gens par le biais de la santé, mais j'ai l'impression que ça ne suit pas au niveau juridique et que la médecine aurait besoin du droit. Donc, je veux savoir votre point de vue là-dessus. Ben, en fait, le droit est partout, puis ça fait partie, si on regarde la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux. Donc, juste ça, je pense que c'est suffisant pour nous donner je veux dire, de l'eau au moulin par rapport à ça. Oui, je pense que le maillage avec le droit ne se fait pas de façon spontanée. Mais nous, par exemple, à Médecins sans frontières, on utilise le droit international quasiment dans tous nos milieux. Je veux dire, on a un département de droit international, puis moi, j'ai presque pas fait aucune intervention sans avoir une personne en droit international qui m'épaulait dans ma prise de parole et dans mes négociations. Donc, je pense qu'on a moins ce réflexe-là, je dirais, à l'échelle plus micro. Mais effectivement, oui, il y a quand même des opportunités manquées en ayant pas ça, clairement. Mais juste, moi, je pense que acter le droit à la santé pour tous, ça, c'est quelque chose qui devrait se faire. Puis, je trouve qu'effectivement, oui, il y a une frilosité par rapport aux droits de nos patients. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Tu as une question? Ton micro. Est-ce qu'on a le temps? Sinon, je ne sais pas, y a-tu quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. j'ai laissé Jérôme parler avant. OK. Moi, ça va plus être un rapid fire, là. Mais est-ce que vous trouvez qu'on a peut-être fait trop de genre prévention populationnelle avec la gestion de la COVID, puis pas assez sur les populations marginalisées, puis les populations vraiment plus à risque, spécifiquement pour la COVID? Mais je pense que c'est dur à dire quand on n'a pas un état des lieux de quel a été l'impact par les différentes communautés, mais c'est une question qui, justement, si on faisait un état des lieux, puis qu'on faisait une réflexion sur comment les choses sont arrivées, puis quel a été l'impact, on pourrait jouer peut-être, on aurait des éléments de réponse. Mais on a l'impression que oui, il y a des groupes marginalisés qui ont été dans les angles morts. D'ailleurs, au début du Living Lab, on faisait des rencontres qui s'appelaient les angles morts avec Rick puis Henry Mitzberg. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose à apprendre. Moi, je ne peux pas vous dire avec certitude, on a l'impression mais je pense que de façon générale, moi, je pense santé publique, mais la prévention, c'est rare qu'on en fait beaucoup trop, honnêtement. En général, c'est un peu l'enfant pauvre de tout et on est plus dans une posture de traitement. Donc, attendre que les pots cassent au lieu de s'assurer que les pots cassent pas. Et ça, c'est un petit peu, je trouve que, par exemple, si vous regardez dans votre cursus médical, vous avez très peu sur la prévention. Merci beaucoup. Simon? D'abord, merci. Puis ça m'a vraiment intéressé quand vous avez parlé que vous, ça vous intéresse de la solidarité internationale. Puis je me demandais, c'est quand même une question, j'imagine que c'est difficile à répondre rapidement, là, mais comme, c'est quoi les obstacles principaux à la solidarité internationale? Qu'est-ce qui empêche justement les pays riches d'aider plus les pays qui sont en développement, selon vous? Je pense que c'est qu'est-ce qui empêche? Je pense que je ne répondrai pas comme ça, mais je pense qu'il y a une question de, comme on a dit au début de la conversation, que c'est que quand tu es leader, tu as des constituants, tes constituants, c'est tes citoyens. Et donc, si tu ne fais pas quelque chose envers tes citoyens, ben, tu n'auras pas leur vote pour les prochaines élections. Juste ça, tu sais, et régulièrement, les gens, tu sais, puis quand tu regardes dans des gens qui sont un petit peu plus, je veux dire, vers la droite, ben, ils vont dire on va aider les citoyens canadiens avant d'aider d'autres citoyens.
Et moi, je n'ai pas nécessairement de problème avec ça. Je crois que c'est normal d'avoir nos intérêts domestiques en première intention. Tu sais, il y avait toujours le vieil adage, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Bref. Mais tout ça pour dire que ce qui est important et ce que la COVID-19 a démontré, c'est qu'on est tellement interconnectés et interdépendants qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe à des milliers et des milliers de kilomètres de chez nous parce que ça nous impacte aussi. Donc, comme les gens disaient, la Chine tousse, puis on a un rhume au Canada. C'est un peu comme ça. On est dans cette interconnectivité-là, interdépendance, notamment aussi parce qu'on se déplace si rapidement. Il y a quand même, statistiquement, avant la COVID, il y avait 100 000 vols internationaux par jour, ce qui créait 11 millions de voyageurs internationaux. Donc, vous imaginez comment ça bouge vite un virus dans ce genre de dynamique-là, puis comment ça se propage rapidement. Donc, la solidarité, je crois que moi, je suis rendue, tu sais, ce que j'appelle d'être une personne qui est pragmatique avec des principes, c'est que si on veut même le faire avec une vision utilitaire, ben on gagne au change en aidant les gens, notamment dans un truc ça peut être une guerre ou ça peut être une pandémie, mais on gagne au change au final sur notre sécurité domestique, puis sur l'impact, par exemple, soit d'une pandémie ou d'une guerre, en aidant aussi à l'étranger. Donc, après ça, c'est une question de volonté politique jusqu'à un certain point. Et tant que les constituants, les électeurs ne s'intéresseront pas non plus à ce qui se passe à l'étranger, puis que verront pas l'impact que ça a domestiquement, ça va être difficile. Ça va être difficile de vendre l'agenda de solidarité internationale. Joanne, on est rendu pas mal à une dernière petite chose. Jenny, est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait maintenant pour conclure? Oui, ben Joanne commence à avoir goûté à cette sauce assez souvent. Donc, on dit une chose qu'on a retenue, puis un sentiment avec lequel on repart. Donc, et on nomme, avant de terminer, la prochaine personne à le dire. Donc, je vais commencer. Moi, c'est certain que ce qui me touche qui m'apporte à beaucoup de réflexion, là, puis je sens qu'il n'y a pas de réponse, mais ça serait le fun d'y réfléchir, c'est toute cette interconnectivité-là avec le monde. Moi, je m'intéresse beaucoup aux petites communautés, aux choses petites, mais on se rend compte que ce soit avec les feux de forêt, les impacts que nos feux ont eu sur d'autres pays à côté, nos pays voisins, on peut plus faire semblant que ça n'existe pas. Fait que je repars avec cette réflexion-là, puis un espèce de grand respect pour la dame que vous êtes. Donc, je trouve ça toujours vraiment inspirant de vous entendre avec vos idées puis votre éthique. Donc, je passe la parole à Sandrine qui voulait poser une question, mais qui n'a pas eu la chance. Oui, c'était une petite question, mais c'est pas plus grave. Ça pourrait aller à une autre fois. Donc, moi, je pense que là, c'est mon sentiment. Je pense que je suis comme, on dirait, inspirée aussi, sereine, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles réfléchir après cet entretien-là. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de choses quand même, de l'ordre scientifique, de l'ordre de, juste la vaccination des enfants en bas de 5 ans. Moi, je veux dire, je pense qu'on n'est juste pas au courant de ça, même si on est étudiant en médecine, il y a plein de choses auxquelles on n'est pas sensibilisé. On dirait peut-être que cette information-là est, je ne sais pas, dans les journaux moins valorisée puisque ça arrive ailleurs, je sais pas. En tout cas. Mais j'ai aussi appris, c'est un peu dommage que même si vous servez des causes super nobles, comme, je veux dire, il y a personne qui pourrait dire que Médecins sans frontières, c'est une mauvaise organisation. Mais malgré ça, il faut quand même que vous pesiez vos mots lorsque vous allez dans les médias, quoi que ce soit, pour éviter les critiques, pour éviter que les gens interprètent mal les messages. Donc, moi, j'ai appris que, dans le fond, on pouvait recevoir un peu des tomates, même si on travaillait pour des bonnes causes. Fait que je vais passer la POC à Simon.
que je retiens, ben, c'est la phrase que vous avez dit, c'est changer le cours de l'histoire. Ça, je trouve ça inspirant de le voir de même qu'en tant que médecin, c'est autant à petite échelle, quand on va voir nos patients, on change le cours de leur histoire en les traitant et tout, mais aussi en s'impliquant dans les crises, en faisant la gestion de pandémie et tout, on peut changer l'histoire. Puis je trouve ça inspirant qu'on puisse avoir cette influence-là, cet impact-là en tant que médecin. Puis je dirais que le sentiment que j'ai, surtout comme Sandrine, je suis inspiré. Je suis inspiré par votre altruisme, je dirais, que je vois que vous avez vraiment sincèrement la santé des autres, même à l'autre bout du monde à cœur. Puis je dirais que je suis comme rassuré qu'il y a des personnes qui sont comme vous dans notre monde. Je vais passer la POC à Alexandre. Merci Simon. Donc, mon sentiment, c'est un peu, si on veut, une déception face à nos leaders, nos décideurs de société qui n'ont pas l'intention de faire un post-mortem sur la pandémie. Donc, je trouve ça un peu décevant parce que justement, dans tous les projets moi, c'est de la façon que j'ai été enseigné, dans tous les projets qu'on entend, même si le projet en tant que tel, c'est une pandémie, c'est un peu un projet forcé, mais il faut quand même faire une réflexion rétrospective par rapport à ça. Donc, je suis un peu déçu que cet exercice-là n'est pas fait. Mais je retiens que, puis là, je lance un petit regard à Julie Théberge, que l'art est encore une fois un vecteur de communication pour la science, la médecine, avec justement nos Cassandres, donc la pièce de théâtre là, dont vous êtes derrière. Puis c'est ça, je trouve ça inspirant également de ce côté-là là, pour encore une fois l'art qui est un vecteur de communication. Donc, je passe la POC à Julie, tiens, Julie Théberge. Ah, merci. J'étais justement en train d'écrire qu'il fallait que je quitte. Mais en fait, mon sentiment, en fait, c'est le même sentiment que j'ai à chaque fois que j'ai le privilège de pouvoir passer du temps avec vous, toi, Joanne, quand tu viens. C'est le sentiment d'avoir envie de faire mieux, toujours. Faire de mon mieux. Puis je faisais assurément partie des gens qui ne voulaient plus entendre parler de la pandémie, ça faisait bien mon affaire que ce soit terminé. Mais mes yeux sont ouverts aussi à la nécessité du devoir de mémoire, puis aussi de cet exercice-là du bilan à plein niveau. Je pense que ça pourrait aussi tout à fait nous aider à pu vouloir jouer de ce déni-là. Fait que merci encore infiniment. Je passe la POC à Caroline. Merci, Julie. Je partage aussi ton sentiment là, puis en fait, comment que tu t'es senti par rapport au COVID, là, moi, c'est comme une histoire oubliée, là, ça allait mieux, puis on passe à d'autres choses, mais je ressens aussi le besoin et le devoir là, d'avoir cette mémoire-là pour améliorer la santé de la population, puis c'est important de continuer à s'investir, puis s'intéresser surtout. Puis je me sens vraiment privilégiée aussi, puis j'ai de la gratitude là, par rapport à Richard de m'avoir invité à participer à cet entretien-là. Je ne m'attendais pas à ça du tout, puis je suis vraiment reconnaissante. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Oh, maintenant, c'est vrai, il faut que je passe la POC. Bien, je vais la passer à Richard. Est-ce que je peux faire ça? Normalement, non. Moi, j'ai eu assez de droit de parole. En fait, à Dr. Dionne. Dr. Dionne, c'est bien. Vous m'interpellez. Je vais faire un peu de village sur l'adage que le docteur You nous servait. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis, je le ferai dans le contexte là, du nouvel ordre mondial puis de la solidarité internationale. Moi, j'en amènerai un autre, c'est « Aide-toi et Dieu t'aidera ». Et je pense qu'en matière de solidarité internationale, il faut
trouver une façon de responsabiliser les dirigeants de tous les pays. Et ça va être difficile d'avoir des impacts. Et il me semble que le nouvel ordre international devrait faire en sorte qu'il y ait une obligation morale pour tous les dirigeants de bien gérer leur État et que la communauté internationale trouve une façon, je ne sais pas comment, de s'assurer que les États soient bien gérés. Quand je regarde ce qui se passe en Haïti, quand je regarde ce qui se passe actuellement en Afghanistan, je me dis qu'il y a quelque chose, donc c'est bien difficile pour le citoyen ordinaire d'avoir un impact, mais si comme citoyen du monde, on finit par convaincre notre gouvernance internationale qu'il y a une responsabilité des dirigeants à bien gérer leur société, peut-être qu'on finira par faire en sorte que notre planète soit un milieu sécure et agréable. Et juste un petit mot en termes de bilan. J'ai eu l'occasion de faire avec les gens de la Gaspésie un bilan de la COVID. Ils ont fait un exercice de retour, de débriefing et j'en ai profité pour faire une comparaison de ce qui s'était passé à Gaspésie par rapport au Québec. Donc, effectivement, les gens comme la Gaspésie ont beaucoup moins été impactés dans tous les groupes d'âge en termes de mortalité et morbidité. Malgré qu'en termes de nombre de cas par personne, ils ont fini par rejoindre les taux de cas du reste de la province. On a vu qu'ils avaient mieux réussi à protéger leurs aînés que dans les autres milieux. Merci, Dr. Diane. Peut-être, je ne sais pas, peut-être un peu moins familier, mais Nathalie, là, ça fait... Nathalie, on passe la POC à toi. Oui, écoutez, moi, je suis émue. Je trouve ça émouvant, tout ce qu'on vient de discuter, parce que je suis comme mitigée, parce que c'est plein d'espoir, parce qu'il y a encore des gens qui, malgré le message qu'on leur envoie, merci Joanne, de dire, ben moi, je vais continuer à défendre les intérêts au-delà de mes propres intérêts, mais les intérêts mondiaux, les intérêts de tout le monde. Puis, tu sais, c'est toujours triste de voir que quand ça ne nous touche pas directement, on finit par oublié. Hein. On parlait justement du sida. Moi, j'étais aux premières loges quand ça a commencé, le sida. Puis c'est vrai que maintenant qu'il y a la trithérapie, on n'en parle plus alors qu'on sait très bien que ça continue. Mais on fait l'autruche. Puis ça me touche parce que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va rester pour nos plus jeunes, pour nos enfants? Puis en même temps, bien, je me dis, il reste des gens comme nous qui avons probablement le goût, à tout cas, à vous écouter, là, de dire, bien, on va peut-être faire une action citoyenne, on va peut-être faire quelque chose de plus. Donc, c'est plein d'espoir, mais en même temps, je suis comme pognée en dedans parce que je suis inquiète. Je suis inquiète pour l'avenir. Mais c'est ça. Je pense que vous avez réussi à nous, en tout cas moi, à me dire, ben, il faut qu'on continue d'y croire, puis il faut qu'on fasse des choses. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, là, vraiment pas. Donc, un gros merci, mais comme je dis, je me sens émue. Donc, moi, je vais passer la parole à Mégane. Mais moi, dans le fond, je me sens, j'ai vraiment aimé, encore une fois, ce que vous avez dit, puis je me sens pleine on dirait que j'ai envie de faire aussi des choses, puis de faire avancer les choses, donc je me sens comme excitée là, face à ce qui m'attend, puis je suis en train justement de regarder les trucs d'épidémie, puis des affaires que je préfère, c'est pour ça que j'étais un peu perdue, mais ouais, fait que c'est ça, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste Jérôme? Ouais. Moi, quelque chose qui reste avec moi, je dirais que c'est un peu votre vision que je dirais comme optimiste des pandémies, là. J'ai aimé ça quand vous avez dit que vous voyez ça comme un exercice d'humilité. J'ai vraiment trouvé que c'était comme rafraîchissant, puis moins pessimiste, puis juste comme s'abattre sur notre sort. J'ai trouvé que c'était une belle façon de voir ça. Puis je dirais que je me sens optimiste, en fait, ou inspiré. Puis merci beaucoup encore une fois. Et Jenny? Il reste, dans le fond, Anouchka, si je ne me trompe pas, et Jade qui n'ont pas parlé. Oui, je peux y aller. Ben moi, je trouvais ça super inspirant la façon que Dr. Liu, vous étiez comme vous êtes super réaliste, mais vous perdez aucunement la motivation de faire des choses. Puis je trouvais ça vraiment beau de vous entendre parler sur ça. Puis sinon, une des choses qui m'a vraiment frappée, c'est quand vous avez parlé que après l'Ebola, vous étiez dit que vous n'alliez jamais laisser d'autres personnes mourir seules et que c'est de ça que la population se rappelle. Puis je trouve que ça m'a vraiment frappé comme phrase. Et donc, c'est ça.
Puis merci encore. Puis je passe la parole à Jade. Merci. De mon côté, j'apprécie voir effectivement ce désir de favoriser le bien-être de tous et de toutes par le biais de la coopération notamment. Je trouve aussi que votre éthique est, ben, je vais reprendre le mot qui a été souvent utilisé, inspirante aussi, en tant que personne qui voit beaucoup de violations dans le travail qu'elle fait. C'est des fois un peu désespérant d'avoir l'impression que ça avance pas. Et donc, le fait qu'il y ait des personnes qui sont quand même très connues, qui travaillent avec une éthique forte sur des sujets comme le droit à la santé, ben, la santé, en fait, sur la santé, c'est inspirant et ça évite de s'en sentir tout seul sans pouvoir de faire avancer les choses. Merci. Jenny, il reste. Ben, il y a une France Bouchard qui est à l'écoute, qu'on n'a pas eu la chance de voir. Je ne sais pas Salut, si France. France voudrait prendre parole ou pas. Dans le fond, je ne sais pas, France, tu es bien à l'aise. C'est de dire, en fait, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu as retenu sur le plan factuel, puis comment tu te sens? Tu sais, ça fait longtemps Bien qu'on... sûr. Ah, c'est Bonjour super. tout le Salut, monde. France, Bonjour, je suis contente de te voir. ça me fait plaisir. Ben, écoute, c'est la première fois que je me joins à vos rencontres. J'en ai entendu parler souvent. Puis là, ben, écoute, c'était mon idole qui était là aujourd'hui. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt ses propos. Je suis allée chercher la lettre qu'elle a écrite. Joanne New, c'est plus grand que nature. C'est une personne inspirante. Elle m'a toujours inspirée, puis d'autant plus aujourd'hui. Nous qui travaillons, qui avons travaillé avec le Dr Dionne dans le domaine de l'épidémiologie, puis dans le développement des vaccins et toutes tâches connexes pendant la pandémie, c'est sûr que ça nous parle beaucoup. Travaillant, moi, un peu avec les gens de l'Institut de santé publique, je vois la surveillance des virus. Je sais que c'est pas terminé. On compte les morts, on a compté... on est très conscient. Moi, en tout cas, moi, je suis très consciente du danger, mais probablement très anxieuse aussi pour le futur, sachant que ça peut arriver encore. Mais en même temps, encourageant de voir des gens comme vous autres, là, des jeunes qui émergent puis qui ont le vouloir de changer les choses, puis de s'impliquer, puis de travailler à trouver des nouvelles idées. Parce que moi, je suis sur le bord de la retraite, mais je trouve ça bien inspirant en tout cas, puis ça va certainement me faire plaisir d'assister à vos rencontres dans les prochains temps, là, quand ce sera du domaine de notre domaine. Merci, France. On est vraiment très heureux de t'avoir avec nous la première fois. Puis nous, on a travaillé ensemble sur des petits projets il y a quelques années. Puis je dis à tout le monde, les infirmières qui travaillent avec le docteur Dionne, c'est des superstars. Je vous ai vu aller dans toutes sortes de projets, là. Oh boy, vous êtes vraiment spectaculaire. Donc, et là, Jenny, on arrive au moment de la fin. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, on retourne notre question vers notre invité. Donc, Joanne, qu'est-ce que vous retenez de la rencontre d'aujourd'hui, puis avec quel sentiment vous repartez? Ah, ben, ce que je retiens, c'est que ben, juste ce forum-là, pour moi, c'est que c'est un forum d'intérêt que vous avez de l'intérêt, de la curiosité. Puis pour moi, c'est important parce que je pense que c'est le premier bloc dont on a besoin pour pouvoir faire des changements autour de nous. Si on n'est pas curieux, si on n'a pas un intérêt qui est focusé, ça va être bien, bien dur de créer un changement, de changer le cours des choses. Donc voilà, d'une part. Puis je dirais le sentiment, ben moi, c'est ça, je veux dire, moi aussi, je pense, je sais pas quand je vais prendre ma retraite, mais j'en ai moins devant moi que vous. Puis donc, vous êtes mon espoir. Moi, je me dis que vous êtes la relève. Moi, je prends du temps avec les jeunes parce que j'ai envie que vous arrangez les affaires. Là. Nous autres, on vous remet une planète qui est un peu poquée, qui brûle à certains endroits, qui a soif à d'autres endroits, qui est sous les bombes dans un autre endroit. Puis c'est entre vos mains qu'il va falloir que ça change. Parce que sans ça, on va être les prochains dinosaures.
Fait que comme on ne peut pas être les prochains dinosaures, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai l'espoir que vous allez tous faire ça. Aucune pression. Non, absolument pas. Mais il y a un biais parce que ces gens-là font le stage de leadership et d'innovation. Ils veulent s'impliquer dans ces choses-là. Donc, il y a un biais de sélection. Et puis, on espère qu'ils vont être mieux à la fin qu'au début. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer. On arrive à la fin du stage. Aujourd'hui, le 2 août 2023, on a eu l'honneur de recevoir au Living Lab Charlevoix Dr. Joanne Liu. Dr. Liu, merci Joanne, merci infiniment d'être là encore. Merci de faire preuve de toute ta générosité. On est extrêmement reconnaissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Au revoir tout le monde. de m'avoir invité. Bye.